Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant. Celui aujourd'hui, c'est facile, c'est écrit dessus, de la MG Marvel Air 100% électrique. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. Après la MG ZS et la MG EHS, deux SUV respectivement 100% électriques et hybrides rechargeables, déjà essayés sur Charging Station, et les essais sont toujours disponibles évidemment. Avant la MG5 qui sera le premier break 100% électrique, on l'essayera évidemment dès que possible dans quelques semaines, eh bien intéressons-nous aujourd'hui à la MG Marvel Air. Alors elle fait partie de la deuxième génération de véhicules électriques du constructeur MG, anglais d'origine mais chinois d'adoption, avec pas mal d'innovations. Alors à l'extérieur, elle paraît bien plus moderne que la MG ZS par exemple, mais également à l'intérieur. Mais au-delà de son look futuriste, quelles sont les qualités, mais également les défauts de cette MG Marvel Air? Pour le savoir, eh bien, j'en ai pris le volant une fois de plus pendant une semaine. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Mais comme à chaque fois, avant de démarrer cet essai, eh bien, je vous invite à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Dans 2 semaines, on ira chez BMW à la rencontre de la version la plus puissante de la 100% électrique i4. Ce sera la version M50 et c'est 544 chevaux. D'autres essais beaucoup plus abordables durant les semaines suivantes. Je vous en reparle tout à l'heure. On va parler de l'extérieur de cette MG Marvel Air et justement on a un beau rayon de soleil histoire que vous puissiez bien en apprécier tous les détails et les contours. Alors cette MG Marvel Air, elle est clairement dans l'air du temps, elle est très actuelle au niveau de son design, certainement si on la compare à ses sœurs, la MG ZS et la MG EHS. On est face ici à un SUV, voilà aussi qui est très dans l'air du temps. Autre détail dans l'air du temps, eh bien, ce sont ces bandeaux lumineux qui rejoignent les feux à l'arrière et les phares ici à l'avant. Appartenance à la famille 100% électrique revendiquée par cette MG Marvel Air. Comment? Eh bien tout simplement en ne mettant pas une fausse calandre pour faire comme avant. Non, on a un avant qui est complètement fermé. Cette voiture est donc une voiture très équilibrée selon moi d'un point de vue du design, très réussie. Alors bien sûr on est dans quelque chose d'assez futuriste au niveau des phares par exemple qui sont très très fins. Le seul petit bémol pour moi, ça se passe ici sur les flancs, à gauche comme à droite. On a voilà ces petites ouïes, ces petites ailettes. Ça fait un peu vieille voiture américaine, je trouve, et je trouve que ça n'a pas vraiment sa place sur cette voiture. Pour le reste, franchement, c'est une réussite. Les dimensions de cette MG Marvel Air, 4,67 m, c'est sa longueur, 1,92 m, c'est sa largeur, et puis 1,62 m, c'est sa hauteur, antenne de type aileron de requin comprise. L'empattement, 2,80 m, c'est la distance entre les roues avant et les roues arrière, 2,80 m, c'est plutôt pas mal, et on verra dans quelques minutes si ça bénéficie aux passagers arrière. Techniquement, la MG Marvel Air sera, selon les versions, une propulsion avec 2 moteurs, mais 2 moteurs situés à l'arrière, c'est-à-dire un par roue, 2 moteurs indépendants, ou bien une 4 roues motrices. On garde les 2 moteurs à l'arrière et on ajoute un moteur sur le train avant. Notez que la technique utilisée pour la fabrication des moteurs, c'est une technique d'enroulement en épingle à cheveux qui, selon la marque, est plus efficace que la technique de fabrication traditionnelle des moteurs électriques. On verra ce que ça donne, notamment tout à l'heure, en termes de consommation et d'efficience. Au niveau des performances, eh bien, 180 chevaux, un couple de 410 Nm et un 0 à 100 abattu en 7,9 secondes. Voilà les valeurs pour cette version, la version à 2 roues motrices. Pour l'autre version, eh bien, on passe à 288 chevaux, 665 Nm de couple et le 0 à 100, il gagne 3 secondes. On passe de 7,9 à 4,9 secondes. Ça déménage plutôt pas mal. Au niveau de la transmission, eh bien, traditionnellement, vous le savez, dans les voitures électriques, on a une vitesse. Eh bien ici, comme dans une Porsche Taycan et quelques autres, eh bien, on a 2 vitesses. La deuxième intervenant aux alentours de 80-90 km/h pour, selon la marque, améliorer l'efficacité.
Pour alimenter ses moteurs électriques, cette MG Marvel Air peut compter sur une batterie haute tension d'une capacité brute de 70 kWh, soit à peu près 66 kWh utiles, réellement utilisables. Alors cette batterie, comme sur toutes les voitures 100% électriques, elle est logée dans le plancher de la voiture, entre les 4 roues, ce qui abaisse le centre de gravité. Vous le savez, c'est tout bon pour le comportement. On verra ce que ça donne sur la route dans un instant. Au niveau de l'autonomie, eh bien, comptez 402 km avec cette version à 2 roues motrices. La version performance, la version à 4 roues motrices, propose une autonomie sensiblement inférieure. Ce sera 370 km seulement. Pour recharger cette MG Marvel Air, ça se passe, vous le voyez, à l'arrière du côté droit avec un connecteur de type 2 tout d'abord pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons, c'est la recharge du quotidien. Alors ce connecteur de type 2, il est relié à un chargeur embarqué de 11 kW, c'est la norme en 2022 et ça va permettre de recharger complètement la batterie de cette voiture en une journée de travail ou une nuit de sommeil, comme je vous le dis régulièrement. Alors la recharge sur le courant continu, elle est possible, bien sûr, évidemment, avec cette MG Marvel Air en utilisant la somme des deux connecteurs. C'est le connecteur combo CCS et ça va permettre de recharger encore plus vite sur des plus longs trajets, des trajets qui dépassent l'autonomie de cette voiture sur une seule charge. Alors on aurait aimé plus rapide, malheureusement c'est pas si rapide que ça. 90 kW, cela dit, certaines concurrentes ne font pas forcément beaucoup mieux, mais 90 kW, voilà, c'est un petit peu juste. Ça va permettre de recharger de 5 à 80% en 43 minutes, c'est assez précis, en 43 minutes selon le constructeur. Alors 43, c'est pas non plus démentiel, hein. La plupart font 25, 30, 35, 43 c'est un petit peu plus, on aurait aimé une recharge un petit peu plus rapide pour rester aux alentours des 30 minutes, ce n'est pas le cas malheureusement. Notez que, bonne nouvelle pour l'autonomie, eh bien, la pompe à chaleur est de série sur toutes les versions de la MG Marvel Air. 357 litres avec la banquette arrière en place, 1396 litres avec la banquette arrière fractionnable, complètement rabattue, fractionnable 60-40. C'est la capacité de chargement de cette MG Marvel Air. Alors 357 litres, vous me direz, c'est pas terrible, mais attention, j'ai une petite surprise à vous proposer, ce sera dans un instant. On s'intéresse d'abord à l'arrière, donc 357 litres qui sont pleinement utilisables avec ces petits renfoncements à gauche et à droite. À gauche, on a même droit à un petit filet de retenue ici. Et puis sous le plancher du coffre, deux espaces de rangement. Le premier à gauche pour ranger le compresseur et puis en partie centrale, vous allez pouvoir glisser sans problème un câble de recharge. Voilà, petit coffre à l'arrière, pas gigantesque, mais si vous voulez 150 litres supplémentaires, c'est pas en option, hein. Ils sont là, venez avec moi. Ils sont là parce que c'est la version à 2 roues motrices qui permet donc de libérer de l'espace à l'avant et qui permet donc de glisser un frunk de 150 litres. 150 litres, c'est assez gigantesque. Alors, regardez ici la finition, moi je la trouve vraiment pas mal. On a évidemment tout qui est caché avec des caches en plastique qui sont plutôt de belle facture. On a quoi d'accessible? Eh bien, on a ici le réservoir pour le liquide lave-glace et on a donc ce frunk qui est assez grand, 150 litres. C'est voilà, on peut glisser sans problème une valise cabine à l'intérieur, donc c'est quand même une belle capacité et vous le voyez, le couvercle est retenu par 2 vérins hydrauliques, donc franchement au niveau de la finition, je trouve ça vraiment pas mal. 150 litres donc dans le frunk, uniquement sur la version à 2 roues motrices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que performance ou capacité de chargement, vous allez devoir choisir. 2,80 m, c'est la longueur de l'empattement, distance entre les roues arrière et les roues avant sur cette voiture. Et 2,80 m, c'est plutôt pas mal et en général, ça bénéficie aux passagers arrière. Sauf que dans cette voiture en particulier, c'est pas vraiment le cas, on dirait, puisque bon, on est dans une situation extrême, hein. Je mesure 1,90 m, le siège avant est réglé comme pour moi et je m'installe derrière moi. Ça va pas vous arriver tous les jours. Cela dit, normalement, avec 2,80 m d'empattement, ça passe. Et ici, c'est un petit peu limite. Vous voyez, ça touche un petit peu. Ça touche également au niveau de la tête, puisque si je me mets bien droit, je touche légèrement le pavillon. Donc voilà, je suis un petit peu déçu de ce côté-là, mais rappelons que c'est une situation extrême, 1,90 m devant et derrière. Au niveau de la banquette en tant que telle, franchement, elle est de très bonne facture, elle est très confortable. Alors, comme dans beaucoup de voitures électriques, le plancher est relativement haut et donc voilà, j'ai pas les cuisses qui reposent totalement sur la banquette avec mon 1,90 m et ça aussi c'est un petit peu dommage, mais voilà, pour des gabarit un petit peu inférieur, ça passera sans problème. En termes d'équipement, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a 2 prises USB-A qui sont disponibles ici à l'arrière de la console centrale, donc une prise USB-A par place principale à l'arrière. Et le passager central, lui, il sera pas trop mal installé. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a un plancher plat et ça, c'est toujours sympathique plutôt que de devoir chevaucher un tunnel. Si le passager central, il n'est pas là, vous pouvez à ce moment-là rabattre l'accoudoir et
et on a un accoudoir ici de belle facture dans cette voiture, franchement avec une sorte d'aluminium brossé, c'est quand même chic. Certaines marques et certaines marques premium même pourraient s'en inspirer, c'est rare d'avoir une aussi belle finition au niveau de l'accoudoir central arrière qui n'est pas un élément primordial. Voilà ce que je peux dire à l'arrière de cette voiture avec mon 1,90 m. Qu'est-ce que ça dit avec 1,78 m, gabarit un petit peu moins imposant, ce sera celui de Zoé qu'on retrouve maintenant. À l'arrière, avec mon 1,78 m et le siège avant réglé comme pour moi, j'ai beaucoup de place pour les jambes. Par contre, si je me tiens bien droite, je n'ai qu'un tout petit centimètre au-dessus de la tête. Bienvenue à bord de cette MG Marvel R, et ce qui impressionne quand on prend place au volant de cette voiture, eh bien c'est tout d'abord l'immense écran central de 19,4 pouces qui trône entre le conducteur et le passager avant et qui est suffisamment avancé dans l'habitacle pour être facilement utilisable, en tout cas pour ce qui est de la partie inférieure, sans devoir décoller le dos du siège, simplement avec le bras posé sur l'accoudoir, c'est assez sympa. Autre élément, la qualité des matériaux et des assemblages, au niveau de la planche de bord, au niveau des portières. Chez MG, on ne se moque pas de vous sur ce point, certains constructeurs traditionnels feraient bien de s'en inspirer. Et puis il y a les sièges qui d'emblée semblent confortables. Cette première impression se confirme-t-elle sur la route? La réponse dans quelques minutes. Avant de détailler pour vous le système d'infodivertissement, ce sera dans un instant, et bien place à la description du tableau de bord de cette voiture. On commence par la portière conducteur avec en partie haute la poignée d'ouverture et le verrouillage centralisé. En partie intermédiaire, les vitres et rétroviseurs électriques, la possibilité de rabattre les rétroviseurs et puis l'avertisseur de trafic à l'ouverture de la porte qui vous prévient si quelqu'un vous dépasse au moment où vous ouvrez la portière. C'est le cas ici à la portière conducteur, c'est le cas sur les autres portières également à l'avant comme à l'arrière. En bas, enfin, on va retrouver le vide-poche. À gauche du volant sur le tableau de bord, le frein de parking électrique, la fonction Auto Hold qui maintient la voiture en place lorsque vous levez le pied du frein à un feu rouge notamment, et puis le réglage de l'assiette des phares ainsi que tout en bas la poignée d'ouverture du frunk, le coffre avant situé sous le capot. Le volant, à gauche sur le volant, la gestion de la partie audio et la fonction téléphone, à droite la commande vocale, la touche étoile personnalisable et la gestion de l'affichage de l'écran instrument. Concernant la touche personnalisable, vous pouvez lui assigner l'une des trois fonctions suivantes: l'appel des réglages rapides, l'appel de la vue caméra 360 ou l'appel d'Apple CarPlay ou Android Auto. Au niveau des commodos, à gauche, clignotant, appel de phare et basculement des feux de route au feu de croisement, à droite, les essuie-glaces à l'avant et à l'arrière. À gauche, plus bas que le premier, un deuxième commodo vous permettra, lui, de gérer le régulateur de vitesse adaptatif. Et puis, derrière le volant, on va retrouver l'écran instrument d'une diagonale de 12,3 pouces, dont les parties de gauche et de droite sont personnalisables, alors que la partie centrale, eh bien, affichera d'office, dans tous les cas, la navigation. Alors, ce qui est un petit peu étrange au niveau de la customisation de l'affichage, eh bien, c'est qu'on a ici, en partie de gauche du volant, ce qui va permettre de personnaliser la partie de droite de l'afficheur instrument. En l'occurrence ici la radio, on peut switcher entre les radios, vous voyez ça fait passer de l'une à l'autre radio ici, mais donc en partie de droite, le volume également, et puis en partie de droite sur le volant, là on va commander ce qu'on retrouve sur l'afficheur du côté gauche, et on peut descendre voilà, dans les menus qui sont disponibles, la pression des pneus, parcours actuel, total cumulé, les réglages divers et variés, l'ordinateur de bord, etc., etc. Donc voilà, c'est étonnant qu'on ait ce réglage croisé, la partie de gauche qui commande la partie de droite et la partie de droite du volant qui commande la partie de gauche de l'écran instrument. C'est comme ça, c'est une question d'habitude. Pas d'affichage de tête haute dans cette voiture, dommage pour les amateurs de cet équipement. Le deuxième écran, on y revient dans un instant, c'est l'écran d'infodivertissement. Il mesure donc 14,9 pouces de diamètre et est placé de manière verticale. Au-dessus de l'écran d'infodivertissement, 3 boutons, des embuages avant, arrière ainsi que les feux de détresse. Sous l'écran, 2 zones tactiles, l'appel du menu principal à gauche et le volume à droite, accessible aux passagers. Le conducteur préférera lui les commandes sur le volant, nettement plus ergonomique évidemment que de mettre son doigt sur le plus et le moins ici au niveau de l'écran d'infodivertissement. Juste en dessous, ouf, des commandes physiques. À gauche, les modes de conduite,
Au centre, le sélecteur de vitesse et puis à droite, la récupération d'énergie. Sous l'écran central, juste ici derrière, un vaste espace de rangement ainsi que 2 prises USB-A et une prise 12 volts de type allume-cigare. Ensuite, 2 porte-gobelets ici et sous la coudoir, un espace de rangement supplémentaire et puis un petit espace pour glisser par exemple son téléphone, sauf que dans ce cas-là, évidemment, vous devrez vous passer d'Apple CarPlay puisqu'il ne fonctionne pas sans fil. C'est dommage. Android Auto, lui, d'après mes informations, devrait fonctionner sans fil, mais je n'ai pas eu l'occasion de le tester cette semaine. Avant de prendre la route, petit coup d'œil du côté du système d'infodivertissement et ça c'est le vrai point faible de cette voiture et c'est vraiment dommage parce que par ailleurs elle a plein de qualités mais pour certains ça pourrait être rédhibitoire. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a, il est vrai, un bel écran, hein, une belle surface utilisable et ça c'est très agréable. Par contre le système il n'est pas du tout réactif et ça c'est vraiment dommage. On a un système ici de widgets, de petites tuiles avec la navigation, on peut mémoriser directement maison et travail pour un accès direct, le menu gestion de l'énergie et quand on appuie, alors là ça se comporte relativement bien, vous voyez c'est pas très rapide au niveau de l'affichage, mais bon globalement ça se passe bien. On peut revenir toujours au menu principal ici avec le petit bouton qui est en dessous, gestion de l'énergie, voilà, vous voyez c'est pas très rapide non plus, mais encore que pour l'instant il réagit bien. Et puis à certains moments vous voulez faire défiler et ça ne défile pas, alors là voilà. Par exemple ici, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois. Donc parfois il faut s'y reprendre à 2 fois et c'est un petit peu agaçant. Alors c'est vrai que si j'avais essayé la voiture 2 heures, 3 heures, je dirais non, juste c'est pas possible. Là je l'ai essayé une semaine, je dois bien reconnaître qu'au bout d'une semaine, on apprend à vivre avec le système et donc on sait comment, quelle pression il faut exercer sur l'écran pour que ça fonctionne mieux. Donc on est moins surpris, moins désagréablement surpris, mais bon ça reste quand même un point faible de cette voiture, cette réactivité du système qui est pas géniale. Alors dans les menus aussi, on a, si on va dans le menu véhicule par exemple, on a des choses qui sont mal traduites. L'avertissement de collation vers l'avant, c'est de collision évidemment. Donc voilà, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais c'est souvent écrit, traduit en traduction littérale. Et donc souvent ça ne veut rien dire et c'est un petit peu difficile à comprendre. Et ça aussi c'est un petit peu dommage, ça fait pas très sérieux. C'est quand même pas compliqué d'engager quelqu'un qui va traduire correctement les menus de la voiture et de mettre ça une bonne fois pour toutes. Alors la bonne nouvelle c'est que cette voiture dispose des mises à jour OTA, donc des mises à jour over the air, donc des mises à jour à distance, puisque la voiture est connectée en permanence. Donc ça veut dire que peut-être on pourrait dans une mise à jour avoir une correction au niveau de ces menus. Alors au niveau de la fluidité et de la réactivité de l'écran, je ne pense pas parce que c'est la nature même de l'écran qui fait qu'il n'est pas très réactif. Mais voilà, en tout cas au niveau de la correction des textes, ça pourrait le faire. Donc si je reviens sur le menu principal, ne fût-ce que là, pourquoi ne pas avoir mis un petit bouton physique? C'est quand même plus simple. En plus on peut l'atteindre sans le regarder, alors que là la zone tactile d'office on doit regarder. Donc les infos de base ici au-dessus, les tuiles, on l'a dit, la radio, la musique, depuis votre téléphone portable par exemple. Ici donc, téléphone véhicule, Apple CarPlay et Android Auto, qui sont grisés pour l'instant. Pourquoi ? Parce que ça ne fonctionne pas sans fil. Il faudra vous raccorder ici derrière l'écran tout en bas. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. En tout cas, évitez de le faire en roulant parce que c'est vraiment très dangereux. Donc faites-le avant de démarrer et il faut un petit peu se contorsionner pour aller là-bas en dessous, brancher votre téléphone. Ensuite, la vue 360. Alors, vue 360, on peut cliquer. Voilà, on a quelque chose de correct. On peut switcher entre les vues. C'est pas un système comme on voit chez les premium allemands. Ça a le mérite d'être là, de série dans cette voiture, mais c'est pas aussi performant que ce qu'on va retrouver chez les constructeurs allemands. Vous voyez, voilà, j'ai dû appuyer 2 fois de nouveau. Donc il faut vraiment pousser très fort sur l'écran et c'est un petit peu décevant. Ici, on peut pas tourner en faisant ça. On doit tourner en poussant sur les zones ici. Vous voyez, ça réagit difficilement. Voilà. Donc voilà, on voit la voiture en situation, mais c'est quand même très approximatif. La définition des caméras n'est pas exceptionnelle. Très honnêtement, j'aurais préféré m'en tenir à de la simplicité, à savoir la voiture ici, en vue 360 et pas la vue extérieure 360. Voilà, j'aurais préféré juste cette vue-ci. Alors regardez, ça je vous ai mis, c'est assez sympa. C'est la vue 360 par le haut, mais avec la voiture en transparence. Et si je tourne les roues de la voiture, vous le voyez, eh bien on voit les roues tourner ici sur l'écran. Voilà, je trouve ça rigolo, ça fait un petit peu Land Rover, vous voyez, pour passage de guet, etc. Donc ça c'est assez sympa et on peut le désactiver comme ceci. Voilà pour la caméra. Bon, c'est pas exceptionnel, mais ça a le mérite d'être là et la définition des caméras, elle pourrait être un petit peu meilleure. Ce n'est pas le cas malheureusement. On va revenir sur le menu principal. Voilà, on va faire défiler.
Ici, on a le menu vidéo qui va vous permettre de lire une vidéo à partir notamment d'une clé USB. On va revenir au menu principal. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, les paramètres de la voiture, Rescue Call, et puis différents réglages qu'on n'utiliserait sans doute pas tous les jours. On va s'intéresser quand même aux paramètres. Voilà, paramètres généralité. Donc, il y a une tentative quand même d'avoir des menus qui sont clairs, un petit peu à la Tesla, avec différents sous-menus très visuels. Hein. Mais voilà, je ne suis pas convaincu par la réactivité et c'est vraiment le gros point faible de cette voiture. Alors, au niveau de l'affichage, vous pouvez choisir affichage automatique blanc la journée et noir la nuit. Moi, j'ai mis affichage noir en permanence, mais on peut voir ce que ça donne avec l'affichage blanc, qui a une incidence aussi légèrement avec ce qu'on va retrouver sur l'écran d'infodivertissement. Voilà, je trouvais que l'affichage blanc, moi, ça colle un petit peu moins peut-être avec l'univers de la voiture. Donc, j'ai laissé l'affichage noir en permanence, mais on peut donc opter pour l'un, l'autre ou les deux en basculement automatique. Fuseau horaire, heure d'été, etc., etc. Bon, rien d'incroyable. Allez, les connexions Bluetooth, elles sont ici, réseau sans fil ici, point d'accès sans fil dans le véhicule, c'est possible également, l'utilisation des données, voix, paramètres de volume, le système, réglage système, etc., etc. Et vous voyez, quand on est dans le menu ici, on a encore de nouveau un rappel du menu général ici, si je veux aller là par exemple, pour ce qui est de la gestion de l'énergie, ou retour ici dans le menu voiture, voilà. Donc c'est assez bien organisé, mais malheureusement pas assez réactif en termes de rapidité de réaction et puis en termes de réaction de la dalle tactile par rapport à ce qu'on peut faire au niveau des doigts, des commandes au niveau des doigts. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et puis moi, j'aurais mis ici en dessous davantage de boutons physiques, ne fût-ce qu'au niveau de l'appel du menu principal, le plus et le moins. J'aurais fait comme le mode et la régénération dont on reparlera sur la route. Voilà, j'aurais mis des boutons physiques un petit peu plus nombreux. Ça aurait été vraiment pas mal. Ça, c'est pour la description de cet écran d'infodivertissement, en dessous duquel on va retrouver donc les modes de conduite, la régénération et puis le sélecteur de vitesse. Là, quand même, c'est un bouton physique. Pied sur le frein, vous enfoncez le bouton de démarrage et la MG Marvel R s'élance de manière vigoureuse d'ailleurs. D'emblée, on a la sensation d'être dans un véhicule assez massif, ce qui procure un agréable sentiment de sécurité. Je parle bien de sentiment de sécurité. Tiens, à propos de sécurité justement, histoire de tordre le cou aux idées reçues, eh bien sachez que cette voiture, chinoise donc, a reçu 4 étoiles sur 5 lors du crash test Euro NCAP, crash test indépendant, obtenant des résultats équivalents à ceux d'une Mercedes classe S ou encore d'une BMW iX, soit 80%. Pour les aides à la conduite et puis également de très bons scores en protection des occupants, adultes comme enfants. Là où elle fait moins bien en revanche, c'est au niveau de la protection des autres usagers de la route lors d'une collision avec un piéton par exemple. Électrique avec de mémoire, également chauffant et ventilé. Je parle évidemment du siège sur lequel je suis installé qui participe au confort global de cette voiture. Grâce aux nombreuses possibilités de réglage, chacun pourra facilement trouver sa position de conduite idéale. J'ai pas eu de problème en tout cas à trouver la mienne. Petit bémol tout de même, le siège monte, descend, avance, recule, mais j'aurais aimé que la partie avant monte, ce qui n'est pas le cas et qui m'oblige du coup à reculer davantage le siège pour que mes cuisses reposent dessus au détriment de l'espace à l'arrière, ce qui explique peut-être que tout à l'heure, effectivement, j'ai observé moins de place à l'arrière quand je suis installé moi-même à l'avant, moins de place par rapport à une voiture équivalente avec le même empattement, à savoir 2,80 m pour rappel. Pas moins de 15 aides à la conduite sont de série dans cette voiture et ça c'est pas mal, difficile de faire plus complet. Parmi ces aides, régulateur de vitesse adaptatif, basculement automatique des feux de route au feu de croisement, avertisseur de collision frontale avec freinage automatique en cas de besoin, le maintien dans la voie, l'alerte de trafic arrière, l'avertisseur d'angle mort, l'avertisseur de trafic à l'ouverture de la portière, etc., etc. Alors, avoir toutes ces aides à disposition, c'est super, mais comment fonctionnent-elles dans la vraie vie? Et là malheureusement, il y a quelques petits bémols. Le régulateur de vitesse adaptatif, il est un poil brutal dans ses réactions quand quelqu'un vient s'insérer devant vous. On a aussi l'avertisseur de franchissement de ligne, des réactions qui sont perturbantes. Le système vous renvoie violemment dans la direction opposée à la ligne que vous êtes sur le point de franchir. Franchement, au début, ça perturbe un petit peu. L'avertisseur de collision frontale est lui aussi particulièrement tatillon et il réagit un petit peu vite et du coup, ça bip et ça bip très régulièrement sans que vous puissiez facilement identifier pourquoi. À revoir, vous pouvez heureusement désactiver certaines de ces aides. Je l'ai fait avec l'alerte de franchissement de ligne, mais la fonction se réactive au démarrage suivant.
Bonne surprise, mais est-ce vraiment une surprise? Après quelques minutes seulement au volant de cette MG Marvel R, eh bien vous vous rendrez compte que les 180 chevaux de cette version à 2 roues motrices, version d'entrée de gamme, eh bien sont largement suffisants pour emmener les 1810 kg de cette voiture, même en conduite plus dynamique. Alors c'est évidemment pas une sportive, hein, mais les démarrages et les relances sont franchement dynamiques et on prend du plaisir au volant de cette voiture. Répartie sur des masses 50-50, ça c'est idéal, et on sent la voiture très à l'aise en toutes circonstances. Les suspensions font un très bon travail, ce qui permet de voyager confortablement en conduite cool, mais aussi d'avoir une voiture qui reste agréable à conduire quand on a envie de se faire un petit peu plaisir. Oui, cette voiture est vraiment silencieuse, ce qui lui donne des petits airs de voiture premium et ça participe au confort global, le sentiment d'être dans une voiture bien construite. Les seuls petits bruits parasites sont étrangement d'ailleurs les petits frottements du cuir des sièges sur la console centrale entre autres, donc c'est vous dire le niveau de silence. Si le silence vous ennuie, écoutez votre musique préférée via l'installation standard de cette version Luxury, une installation à 8 haut-parleurs aux performances, on va le dire, un petit peu quelconque. Vous rêvez de l'installation Bose à 9 haut-parleurs, dans ce cas, vous devrez obligatoirement opter pour la version performance. Que ce soit une remorque freinée ou une remorque non freinée, la valeur est la même concernant la charge tractable. Avec cette voiture, vous pourrez tracter une charge de 750 kg, donc avec une remorque freinée ou une remorque non freinée, c'est la même chose. Les modes de conduite, ils sont au nombre de 4 dans cette voiture. On a tout d'abord les classiques, Eco, Normal et Sport. Eco qui proposera une autonomie à rien meilleure en dégradant légèrement les performances. Normal qui se présente comme le meilleur compromis entre performance et autonomie. Et puis Sport qui vous permettra de réaliser ce fameux 0 à 100 en 7,9 secondes, mais avec une consommation qui sera évidemment en hausse et donc une autonomie plus limitée. Outre ces 3 modes de conduite traditionnels, eh bien un autre mode est disponible, le mode Winter, qui va jouer sur l'anti-patinage pour vous sortir des situations les plus périlleuses. Voilà qui sera intéressant pour celles et ceux qui vivent dans des régions aux hivers peut-être un petit peu plus rigoureux. Avec un diamètre de braquage de 11,5 mètres, la MG Marvel R se situe parfaitement dans la moyenne, sans plus. En ville, vous pouvez compter sur les capteurs de parking et les caméras 360 pour vous aider à manœuvrer. Mais voilà, on regrettera une fois de plus la sensibilité extrême des capteurs, ça bip dans tous les sens. Et puis la définition très moyenne des images du système caméra 360. Je vous le disais tout à l'heure en détaillant l'intérieur du tableau de bord et notamment l'interface. Voilà, c'est un petit peu dommage. Concernant le freinage, la Marvel R s'en sort finalement pas si mal au regard de ce qui se fait ailleurs en la matière et en tenant compte du fait que les voitures qui récupèrent l'énergie ont très souvent une attaque de pédale qui est un petit peu mollassonne. Ici, le vrai bémol ne sera pas à aller chercher du côté du freinage, mais plutôt du côté de la récupération d'énergie. Oui, grâce au sélecteur situé en bas à droite sur la console centrale, eh bien vous pouvez régler le niveau de récupération d'énergie et donc le niveau de décélération lorsque vous levez le pied de l'accélérateur. Par défaut, la voiture est en niveau 2 sur 3. En niveau 1, on va se rapprocher de la roue libre, alors qu'en niveau 3, on devrait se rapprocher de la conduite à une pédale avec une décélération significative lorsque vous levez le pied de la pédale d'accélérateur. Sauf qu'ici, on en est encore loin. Même en anticipant beaucoup, le recours à la pédale de frein reste largement indispensable au quotidien, c'est un peu dommage. Toutes les versions de la MG Marvel R disposent du même éclairage, un éclairage LED performant. Dans cette voiture, le basculement des feux de route au feu de croisement peut être automatique et le réglage reste en mémoire d'un trajet à l'autre, c'est un bon point. Le système est plus performant que celui moins réactif d'une certaine Tesla Model 3 qui m'avait valu pas mal d'appels de phare réprobateurs de la part des autres usagers de la route. En parlant des choses qui restent actives ou pas, je voudrais revenir sur le régulateur de vitesse adaptatif. Vous le savez, on peut régler la distance plus ou moins importante entre votre voiture et celle qui vous précède et là justement le réglage ne reste pas en mémoire. La voiture revient systématiquement au réglage 3, c'est-à-dire la plus longue distance entre vous et celle qui vous précède, et si vous préférez une distance plus courte, parce qu'avec une distance plus longue, notamment dans les zones un petit peu embouteillées, les gens ont systématiquement tendance à se mettre devant vous pour remplir le trou, donc si vous préférez une distance plus courte, malheureusement vous devrez la régler à chaque trajet, puisque donc la valeur par défaut est la valeur la plus grande. L'autonomie théorique de cette version sur une seule charge, on l'a dit, c'est 402 km et ça bip encore dans tous les sens, c'est très agaçant. Sachez que la température extérieure se situait entre 5 et 15 degrés durant cette semaine d'essai et que mes parcours, pour rappel, sont composés d'autoroutes à 70%. Dans ces conditions, je suis arrivé à une moyenne de 22 kWh au 100. Attention, j'ai roulé normalement avec tous les équipements activés en me faisant plaisir de temps en temps, donc vraiment sans chercher à battre des records d'autonomie. Avec cette moyenne, la batterie d'environ 66 kWh utile, on l'a dit, eh bien, me permettra de rouler 300 km. En ville, la consommation
descend sous les 20 kWh au 100 et ça permet donc d'atteindre 350 voire d'approcher les 400 km. J'ai d'ailleurs fait un trajet urbain dans lequel j'ai consommé 16 kWh au 100, donc c'est possible, c'est pas que de la théorie. Sur autoroute par contre, aller au-delà de 250-260 km sur un trajet d'une seule traite risque d'être un petit peu compliqué puisque là la consommation sera largement au-delà des 20 kWh au 100, on parle plutôt de 23, 24, 25 kWh au 100 km. Me voici de retour à l'extérieur pour parler du prix de cette MG Marvel Air, prix des deux versions disponibles actuellement. Alors en Belgique, la version Luxury vous sera accessible en 2 roues motrices donc à partir de 46 985 € et la version Performance 4 roues motrices à partir de 51 485 €. En France, comptez 44 990 € pour la version Luxury et 49 990 € pour la version Performance. Sachez qu'une version confort à l'équipement moins fournie existe également, mais elle n'est pas ou pas encore disponible sur le configurateur en ligne, que ce soit en France ou en Belgique. Et la version performance, alors, est-ce qu'elle vaut le coup? Eh bien, je dirais oui, elle vous offrira plus de performance et l'installation sonore Bose, mais son autonomie est plus faible et le frunk de 150 litres donc à l'avant disparaît pour laisser place au 3e moteur. Sachant que la version de 180 chevaux est déjà bien assez puissante et que je préfère un frunk au quotidien plutôt qu'une installation Bose, même si l'installation sonore dans cette version, dans cette voiture n'est pas exceptionnelle non plus, eh bien pour moi le meilleur choix ce sera donc la version Luxury à 2 roues motrices. Rendez-vous sur le configurateur en ligne de MG pour configurer votre MG Marvel Air et déterminer votre prix. Toujours concernant le prix, vous le savez, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des offres sur mesure en matière de leasing, c'est-à-dire de location longue durée, que ce soit pour les professionnels ou les particuliers. Alors pour les professionnels, on connaît la formule depuis quelques années maintenant, le leasing opérationnel, fiscalement plus avantageux qu'un achat de voiture simple. Et puis pour les particuliers, c'est le private lease, et ça c'est plus récent, et ça a un double avantage dans la période de transition technologique qu'on connaît actuellement dans le secteur de l'automobile. Le premier avantage, c'est que vaudra cette voiture dans 3, 4 ou 5 ans, vous ne le savez pas, eh bien vous n'avez pas à vous en soucier avec un private lease puisque à la fin du contrat, vous rendez la voiture, vous rendez les clés. Ce n'est pas vous qui prenez le risque de combien vaudra cette voiture à la fin du contrat, c'est la société de leasing. Et puis le deuxième avantage, eh bien c'est que vous allez tous les mois payer le même montant avec une formule tout compris. L'assurance, les pneus, les entretiens, il n'y a pas des mois où vous avez le budget qui va être mis à mal parce qu'il va falloir changer les pneus ou entretenir la voiture. Non, c'est compris dans le tarif que vous payez tous les mois, qui est donc le même du premier au dernier mois. Rendez-vous donc sur arval.be pour demander une offre pour une voiture qui vous intéresse. Ça, c'est pour la Belgique. En France, des formules un petit peu différentes, mais tout aussi intéressantes existent. Ça se passe là sur arval.fr. Vous trouvez qu'acheter une voiture neuve électrique ou hybride rechargeable en 2022, c'est encore un petit peu cher. Vous trouvez qu'en 2022, les délais de livraison à cause de la crise des semi-conducteurs, eh bien, ils sont juste insupportables. J'ai une double solution à vous proposer, c'est Autoscout24. Autoscout24.be pour la Belgique, Autoscout24.fr, c'est pour la France. C'est la plus grande plateforme de vente de voitures en Europe, partenaire de Charging Station. Je les salue. Alors sur Autoscout24, en ce moment, vous attendent plus de 80 000 voitures disponibles immédiatement, dont plusieurs milliers sont déjà des voitures électrifiées. Ça, c'est un bon point. Et puis, deuxième bon point également, eh bien, c'est qu'on a des voitures neuves disponibles également. Plusieurs milliers de voitures neuves sont disponibles sur Autoscout24, disponibles donc immédiatement. Et un bon millier sont déjà des voitures neuves électrifiées. Rendez-vous donc avec vos critères sur la nouvelle homepage, encore plus intuitive, d'autoscout24.be ou autoscout24.fr. Pourquoi payer plus? C'est la question qu'on est en droit de se poser après avoir passé une semaine au volant de cette MG Marvel Air. Alors son look, les ajustements, la qualité des matériaux qui habillent l'intérieur de cette voiture, ses performances, son confort sont autant d'atouts dont dispose cette voiture qui n'a donc rien à envier à pas mal de ses concurrentes vendues pour certaines 20 000 € plus cher. Ajoutez à cela un niveau d'équipement très élevé, et vous obtiendrez l'un des bons plans du moment si vous êtes à la recherche d'un SUV 100% électrique, très bien équipé et très performant. Alors évidemment, tout n'est pas rose, avec un écran d'infodivertissement trop peu réactif et des aides à la conduite aux réactions parfois agaçantes, mais globalement, cette MG Marvel Air, on peut le dire, vous en offre beaucoup pour votre argent. Notez qu'en plus, cette voiture est garantie 7 ans ou 150 000 km, aussi sur la batterie, et ça c'est la cerise sur le gâteau.
À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Dans 2 semaines, je vous le disais tout à l'heure, on a rendez-vous chez BMW avec l'essai de la i4 100% électrique et ce sera la version la plus puissante, la M50 et ses 544 chevaux. Durant les semaines suivantes, pas mal d'autres rendez-vous très électrisants chez Kia avec le nouveau Kia Sportage en version hybride rechargeable. On ira également chez Renault avec la Renault Mégane E-Tech 100% électrique, une voiture très attendue. On ira chez Lynk & Co avec le clone du Volvo XC40, ce sera la Lynk & Co 01, tout équipé avec un design assez particulier, on verra ça, mais en tout cas l'équipement il est pléthorique dans cette voiture. Et puis chez Mercedes, là l'équipement il sera pléthorique, mais si vous avez recours au catalogue des options, avec la petite sœur de la EQS, ce sera la Mercedes EQE, elle aussi donc 100% électrique. Pour toutes ces bonnes raisons, eh bien abonnez-vous à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et activez la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Vous pouvez également, si vous souhaitez avoir accès aux vidéos Charging Station avant tout le monde, dès qu'elles sont uploadées sur la plateforme, donc sans attendre le dimanche à 18 h, vous pouvez donc devenir membre, cliquez sur le bouton rejoindre depuis un ordinateur sur la page de Charging Station et vous aurez accès à ce moment-là à la possibilité contre un petit euro par mois, moins d'1 euro par mois, à la possibilité donc de visionner les vidéos avant tout le monde, en plus de bénéficier de mes conseils que je vous prodigue avec grand plaisir, évidemment, si vous souhaitez passer à l'électrique ou changer de voiture électrique. Merci de votre fidélité à Charging Station et à bientôt.